Bonjour à tous et bienvenue à notre émission Learn About England sur la chaîne Voyage. Le sujet d'aujourd'hui est Covent Garden, un quartier de Londres. Covent Garden est l'une des places les plus touristiques de Londres. Elle est animée de jour comme de nuit. Son attraction principale est son marché couvert rempli de restaurants, de boutiques, de cafés. Covent Garden est la seule partie de Londres où sont autorisés les spectacles de rue, ce qui fait que ce quartier est très animé. Il est très agréable de se balader dans cette zone et de pouvoir observer quelques artistes de rue. Le Covent Garden Market est un grand bâtiment sur 3 niveaux composé de 3 marchés. En premier, l'Apple Market, où vous trouverez bijoux et accessoires, une multitude d'articles de mode, des objets artisanaux, des antiquités et différentes spécialités. En second, l'East Colonial Market, où vous trouverez de nombreux stands artisanaux, du savon fait main au sac à main, en passant par les stands de magiciens. Et enfin, le Jubilee Market, où vous trouverez le lundi des antiquités et du mardi au vendredi plein d'accessoires de mode et de week-end divers objets d'art. Covent Garden se situe au cœur de Londres, entre Soho et la City. On peut y accéder de différentes manières, en métro, en bus, en voiture. Cependant, la voiture est déconseillée car le stationnement est très restreint. Continuons avec un peu d'histoire. À l'origine, Covent Garden était, comme son nom l'indique, un jardin conventuel rattaché à l'abbaye de Westminster qui fournissait les moines en nourriture. En 1631, le 4e comte de Bedford décide de bâtir sur ces terres et confie l'affaire à Inigo Jones, grand architecte de la Renaissance. Le quartier devient très vite une base pour les commerçants du marché. Grâce à l'incendie de 1666, où d'autres marchés sont détruits à l'est, Covent Garden Market devient l'un des plus grands marchés du pays. En 1830, un grand bâtiment est construit pour abriter un marché permanent. Le quartier est cependant menacé par une destruction. En effet, le marché étant le plus important du pays, exigeait des camions de plus en plus grands, rendant le trafic insoutenable. Mais les bâtiments ont fini par être sauvés grâce au Home Secretariat. Continuons avec les monuments à connaître. Commençons par St. Paul's Church. Cette église construite en 1633 par Inigo Jones est de style toscan. Elle est connue sous le nom d'Actors Church. St. Paul's Church brûla en 1795, cependant l'édifice actuel le reproduit à l'identique. Continuons avec le London Transport Museum, qui raconte l'histoire des moyens de transport londoniens, du 19e siècle à aujourd'hui. Vous pourrez découvrir les fameux bus rouges à Impérial, les taxis londoniens et le premier métro du monde. Il est ouvert toute la semaine de 10h à 18h, sauf le jeudi où il ouvre à 11h. Une entrée adulte vous coûte 16,20 € si vous êtes en groupe. Une entrée vous coûte 9,60 € par personne. Et si vous êtes un enfant de moins de 16 ans, elle est gratuite. Intéressons-nous au Royal Opera House. Maintenant, il est actuellement le 3e théâtre sur cet emplacement. Le premier a été fondé en 1732, le deuxième en 1807, et enfin, le théâtre actuel, le 3e, a été édifié de 1656 à 1658 par E.M. Barry. Donc il contient 2000 places et sa salle principale a été classée au niveau grade 1. En ce moment, vous pouvez assister à la Nausée di Figaro et à Rusalka, qui sont 2 opéras, et au Rêve et au Chant de la Terre, qui sont 2 ballets. Notre émission touche à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Bonjour, nous sommes en direct de Canal Plus Sport. Bonjour Thomas. Bonjour monsieur. Merci de m'avoir invité. Oui, de rien. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis nouvel animateur Canal Plus Sport, donc Lucas Levesque, et ce soir nous accueillons Thomas Aquina, un reporter français qui nous revient de Londres, et il plus précisément étudié le rugby. Alors, avant de vous expliquer, avant qu'il nous donne ses explications, je vais vous dire quelques mots sur le rugby et sur le stade de Twickenham. Alors, donc, le rugby, bon, comme vous le savez, c'est un sport, mais c'est un jeu d'affrontement qui, contrairement à l'idée que l'on se fait, il n'a pas été inventé par les Anglais. Sans remonter à l'Antiquité, durant l'époque médiévale, on trouve des traces de nombreux jeux de balles extrêmement virils, où on joue à se battre. Le jeu de la soule, plus précisément, dans l'ouest de la France, de la barrette dans le sud et de la calcio en Italie. L'ancêtre du rugby, la soule, était un jeu collectif. Bien qu'elle fut pratiquée à partir du XIIe siècle, en France, par les nobles et même par les religieux, voire par les rois, elle demeura un jeu du peuple opposant souvent 2 paroisses et de nombreux joueurs, parfois 1000. À l'origine, la soule était une boule, soit en bois, soit en cuir, remplie de foin, de son ou même gonflée d'air. Les règles étaient quasiment inexistantes.
On jouait dans les rues des villes, dans les champs et parfois plusieurs jours de suite. Ce sont les jeunes gens des couches aisées de la population anglaise qui vont reprendre la pratique des jeux anciens et la codifier. Afin de réduire les excès de ce jeu dangereux, on interdit de s'en prendre aux joueurs qui ne possèdent pas le ballon, ce qui va créer le hors-jeu. Et surtout, on permet de prendre le ballon avec les mains, combinant ainsi un jeu de balle et le contact avec l'adversaire. Bien entendu, c'est le célèbre William Webb Ellis, que nous voyons ici, qui en novembre 1823 aurait attrapé le ballon avec les mains et fait naître le rugby. Et donc, petite anecdote, c'est Lord Wavell Wakefield Rugger, un écrivain qui a prononcé ça je ne sais plus quand. C'est un jeu dur et c'est une de ses vertus principales. L'homme qui joue au rugby doit s'attendre à recevoir des coups. Il faudra du courage et de la détermination. Il apprendra ce qu'est l'altruisme. Pour ceux qui ne savent pas, l'altruisme, c'est respecter les autres, les adversaires, autant que l'équipe. Donc pour le rugby, voici, on a expliqué ce que c'était. Là, on voit la Soule. Et là, on a un camp d'entraînement. Enfin, ça, c'est la ville de rugby avec son stade. Là, c'est la première équipe d'Angleterre qui avait affronté l'Écosse pour le premier match de rugby. Et voilà. Donc maintenant qu'on a parlé un peu de rugby, on va parler un peu du stade de Twickenham. Alors, il a eu plusieurs surnoms, par exemple The Cabbage Patch, le plus connu Twikers, ou alors Headquarters, qui veut dire quartier général. La construction, on l'a fait en 1907. L'ouverture, ça a été le 2 octobre 1909. Il y a eu plusieurs rénovations, dont 1921, 1927, 1932, 1992, 1995, et 2005 et à 2006. Donc les clubs résidents, donc c'est l'équipe d'Angleterre qui joue à 15, donc c'est le 15 de Rose. La propriétaire et ceux qui s'occupent de l'administration, c'est la fédération anglaise du rugby à 15. La surface, c'est de la pelouse naturelle, pas synthétique. Sa capacité, c'est environ 82 000 places. Et l'affluence record, c'est-à-dire le plus grand nombre de places qui ont été vendues en un match, ça a été 82 076 places, qui a opposé l'Angleterre à la Nouvelle-Zélande le 6 novembre 2006. Non, le 5 novembre 2006. Et c'est l'Angleterre qui s'était inclinée face aux Blacks. Voilà. Et donc les dimensions, 105 mètres par 68 mètres. Donc alors, maintenant, Thomas va nous donner plus d'explications sur le stade. Alors le stade, il a eu plusieurs aménagements. D'abord, la tribune sud, qui devait être interdite aux spectateurs en raison de ses nombreux défauts dans sa structure, elle a été reconstruite au début des années 80, au milieu des années 90. Après de nouveaux travaux engagés en 1992 et terminés en 1995, la capacité du stade a été portée à 75 000 places. Après, il y a eu une extension du stade qui a été réalisée avec la rénovation de la tribune sud, portant ainsi la capacité du stade à 82 076 places. Ce nombre de places a été obtenu au cours du match qu'on avait parlé, là, Angleterre face aux Blacks. Alors après, bien que Twickenham soit principalement utilisé pour des rencontres de rugby à 15, d'autres manifestations sportives s'y sont déroulées. Alors, il y a eu en 2000, il y a eu un match de rugby à 13. Le stade, il a aussi des groupes célèbres en concert, comme les Rolling Stones, U2, Iron Maiden. Il y a eu des manifestations. Twickenham est aussi le siège du musée qui retrace toute l'histoire du rugby. On peut voir un maillot porté lors du premier match de rugby disputé en 1971 entre l'Angleterre et l'Écosse. L'Angleterre, c'était l'équipe qu'on avait vue la dernière fois. Alors ça, c'est le concert des Rolling Stones. Ça, c'est le concert de U2. Et ça, c'est la tribune sud qui a été aménagée en 90, qui a été reconstruite à cause de ses défauts. Alors ça, c'est la fameuse équipe d'Angleterre, 15 de la Rose, et que les Français surnomment les Rose Beef. Et d'ailleurs, j'ai ramené un livre, France-Angleterre, un siècle de rivalité sportive. C'est Serge et Darren. Serge, c'est un Français qui a été international de rugby, et Darren, c'est un Anglais qui commente les matchs sur Canal+. Et ils ont fait un livre, si vous voulez regarder, qui fait passer.
Donc On a ça, trouvé une image, on pense que c'est la mascotte du 15 de la Rose. Et voilà, on a essayé de chercher sur internet, mais on n'a pas trouvé d'autres explications. On pense que c'est celle-ci. donc ça c'est des photos d'équipe. Donc là on voit donc, le 15 de la Rose. Là les Italiens face au 15 de la Rose. Et à droite le directeur. Et alors, pouvez-vous nous dire comment il s'appelle? Alors, le directeur, il s'appelait... Bon, c'est pas grave. Bah, là, on peut voir les Anglais qui chantent le God Save the Queen. Et comme ici, là, c'était, je crois, la première rencontre entre les Italiens et les Anglais lors des tournois destination en 2012. Alors là, on va vous parler de la composition des joueurs pour les 6 nations. Alors les 6 nations, c'est un tournoi qui s'effectue avec les six clubs européens. Il y a l'Italie, Pays de Galles, l'Écosse, la France, l'Irlande et l'Angleterre. Alors, on va parler des piliers. Alors, les piliers, Alexis Corbisiero, pilier numéro 1, avec Dan Cole, pilier numéro 3. Alors maintenant, les talonneurs. C'est Dylan Hartley, numéro 2. Après, les deuxièmes lignes, il y a Moritz Botta, numéro 4, et Tom Croft, numéro 5. Alors, les troisièmes lignes, elles, il y a Clark Mugg, numéro 6, et numéro 7, Chris Robshaw. Alors, les troisième lignes centre, c'est Clark Mugg, qui est... Voilà, après, il y a le demi-mêlée numéro 9, c'est Ben Young. Alors, après, le demi d'ouverture que vous allez peut-être connaître, c'est Toby Flood, numéro 10. Après David Stratton, il y a Brad Barrett, le centre numéro 12, et Owen Farrell, le centre numéro 13. Après, les ailiers, David Stratton, numéro 11, et Chris Ashton, numéro 14. Et le dernier, c'est Ben Foden, arrière numéro 15. Maintenant, on va vous dire comment ils sont placés sur le terrain. Là, il y a quelques images. Là, alors, on va vous parler des règles. Alors, ça, c'est un plaquage. On ceinture les jambes et on fait tomber. Ça, c'est une image de joueur dans le vestiaire. Alex Corbisiero. Ça, c'est un plaquage dangereux. Regardez, il le plaque au cou, là. Et voilà. Ça, c'est sanction, carton jaune. Ça, c'est une touche. Ça, c'est une touche. Alors, il y a un joueur qui va être sur la touche, qui lance le ballon en l'air. Et il y a les deuxièmes lignes qui soulèvent 2 joueurs de chaque équipe. Et ils vont essayer de prendre le ballon pour donner à leur équipe. Alors là, ça, c'est un essai. On ne voit pas trop la ligne, mais là, il va marquer. Là, c'est Johnny Wilkinson, qui est pour la Coupe du Monde de rugby face... je ne sais plus quelle équipe c'était. On ne voit pas trop là. L'Écosse. Ça, c'est l'entrée sur le terrain avec les deux équipes. Là, c'est Toby Ça, Flood. c'est Toby Flood qui va taper un drop. Un drop, c'est 3 points. Le pénalité. Et voilà, c'est fini. Donc, écoutez, là, la chanson Save the Queen. C'est fini.